La justice française est-elle sous influence? La séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire est-elle encore garantie dans notre pays? Voilà quelques-unes des questions qui se posent depuis le 7 octobre 2023. C'est ainsi que François Burgat, politologue et directeur de recherche émérite au CNRS, est convoqué le 24 avril prochain au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour y répondre de la plainte et de l'accusation portée contre lui par l'organisation juive européenne d'apologie du terrorisme. Vous avez bien entendu, apologie du terrorisme. De quoi s'agit-il exactement? Pour en discuter, je reçois aujourd'hui l'avocat de François Burgat, maître Rafik Chekhat. Bonjour. Bonjour Foued et merci pour l'invitation sur Mizen. Bienvenue sur notre antenne, Rafik. Alors, pouvez-vous nous expliquer, maître Chekhat, pour quelles raisons François Burgat va-t-il comparaître au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence? On vous écoute. Alors, oui, vous l'avez bien dit, Foued, je représente les intérêts de François Burgat. Je ne suis pas seul dans le dossier, je suis aussi avec ma consoeur Lucie Simon, qui exerce en région parisienne. Alors, François Burgat doit passer en audience le 24 avril après-midi pour les faits d'apologie de terrorisme. C'est un petit peu paradoxal quand on sait que lui est un spécialiste justement des questions liées au terrorisme. Donc d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Ça veut dire que des spécialistes maintenant du terrorisme sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Alors, je pense qu'il faut essayer d'y aller en deux temps. Avant de savoir pourquoi ce type de poursuite, quelle est l'opportunité de ce type de poursuite, se demander tout simplement comment ça fonctionne, comment on arrive à actionner ça. Alors, la plainte émane de l'OJE, mais c'est aussi une plainte, un article 40 qui vient de la DGSI, qui a écrit au procureur de la République pour lui dire, voilà, nous avons eu des tweets, un certain nombre de propos qui nous paraissent tomber sous le coup de la loi pénale, en particulier celle sur l'apologie de terrorisme. Donc c'est comme ça que le dossier de François Burgat est tombé sur le bureau du procureur de la République, qui a initié des poursuites et qui, du coup, maintenant, poursuit de manière maintenant officielle, j'ai envie de dire, le professeur François Burgat. Alors, il lui a reproché un certain nombre de propos, principalement d'avoir déclaré dans un post en début d'année, en fin d'année dernière et en début d'année 2024, qu'il préférait les dirigeants du Hamas à ceux de l'État d'Israël. Ça, c'est un des propos qui lui est La citation exacte, c'est « J'ai infiniment, je dis bien infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël ». Fin de citation. Absolument. On lui reproche également d'avoir relayé un communiqué officiel du Hamas, et c'est le Hamas qui s'exprime, c'est pas lui. Et le Hamas dit il n'y a pas eu, en tout cas réfuté l'accusation de crimes sexuels et donc du caractère même massif des crimes sexuels lors du 7 octobre. Ce qui a d'ailleurs, je le dis, je fais une petite parenthèse, ce qui a d'ailleurs été confirmé par une partie de la presse états-unienne et même par une partie de la presse israélienne elle-même. Mais bon, ça je referme la parenthèse. Donc lui, en tant que politologue, c'est bien son rôle aussi parfois de prendre des déclarations officielles des uns et des autres, des différents acteurs, parce que lui, c'est un observateur privilégié de la situation au Proche-Orient, donc évidemment qu'il va parfois relayer un certain nombre de choses, mais là, pour le coup, le communiqué du Hamas n'est pas délirant, il correspond à peu près à ce qui a été dit par la suite. Et le troisième propos qu'il lui reprochait, c'était à la suite du délibéré du procès Samuel Paty, on critiquait en fait cette extension, et c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, il y a d'autres personnes et des juristes qui l'ont fait, qui a critiqué l'extension de l'association de malfaiteurs terroristes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en droit français, on peut avoir une association de malfaiteurs terroristes, un tribunal, pardon, peut considérer qu'il y a association de malfaiteurs terroristes entre des personnes qui se connaissent pas. Voilà, ça c'était, peut-être que ça va paraître aberrant à certaines personnes, mais vous pouvez ne pas vous connaître, vous pouvez agir sans vous connaître, sans même connaître l'existence de l'autre, et on va vous dire vous appartenez à la même association de malfaiteurs terroristes. Mais dans le mot association, il y a une liaison. Il y a une liaison qui apparaît à un moment ou à un autre. Alors quelle est cette liaison? Sinon le mot association n'a pas de sens. Exactement. Par exemple, pour les sociétés, on demande en droit, on exige qu'il y ait par exemple un affectio societatis. Quand on appelle ça affectio societatis, c'est la volonté d'être ensemble. Ça, c'est un des critères, par exemple, pour caractériser l'existence d'une société.
Là, la volonté d'être ensemble me paraît inexistante, puisque les personnes ne connaissent même pas l'existence des autres. Donc voilà, donc ça, il avait tenu un propos à la suite donc du délibéré de Samuel Paty en disant à ce jeu-là, à ce compte-là, c'est-à-dire avec l'extension permanente de l'association de malfaiteurs terroristes, en tout cas de son périmètre, bah, à ce jeu-là, nous sommes tous des terroristes. C'est ce qu'il a dit. Et donc, il est poursuivi pour apologie terrorisme pour avoir dit ça. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous dire exactement pour quel propos il est poursuivi. Maintenant, on peut faire quand même un petit commentaire en disant que c'est quand même curieux. Ah oui, une chose aussi qui fait partie donc du périmètre de la prévention, des propos qui lui sont reprochés, les propos litigieux. Il y a aussi un extrait d'un livre sorti en 2016 qui s'appelle Comprendre l'islam politique, qui est un livre sorti aux éditions La Découverte, un très bon livre d'ailleurs, excellent livre. Je vous conseille déjà de lire l'introduction du livre, et ça je vous considérais que c'était un excellent livre avant même de connaître François Burgat et avant qu'il soit... Qui est un grand spécialiste, un des grands spécialistes français de la question de l'islam politique, hein, reconnu comme tel. Hein. Voilà. Et ce livre-là a été traduit dans une trentaine de langues, un petit peu partout. Et en fait, lui, quand il avait affirmé qu'il avait plus de considération pour les uns que pour les autres, il avait dit, bon, pour appuyer mon propos, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Et là, il publie un extrait de son livre. Et cet extrait-là fait partie des propos litigieux, c'est-à-dire des propos qui lui sont reprochés au titre du délit d'apologie de terrorisme. Donc, on a un professeur, et ça, c'est une singularité quand même qu'il faut noter, relever. On a un professeur, on a un politologue, on a un ancien directeur de recherche au CNRS qui est poursuivi pour apologie de terrorisme sur la base de ses écrits dans un de ses ouvrages publiés en 2016 et traduits dans une trentaine de langues. Donc ça, je pense que c'est pas commun. Alors justement, Maître Chekat, vous parliez de cette publication, de cet extrait tiré d'une publication de François Burgat. Est-ce que ce type de judiciarisation de la production scientifique française et constitue aujourd'hui une atteinte à la liberté de recherche et de manière générale, quelles ont été d'ailleurs, on peut utiliser le passé composé, quelles ont été les conséquences pour le milieu de la recherche universitaire de cette judiciarisation de l'expression publique sur la question palestinienne? Alors, moi, il y a une journaliste, Myriam Larebi, qui contributrice régulière d'Orient 21 notamment, mais d'autres sites également. Elle écrit aussi dans le Monde Diplo, qui prépare un article dessus, justement, sur les atteintes à la liberté académique. Qu'on a reçu, Myriam Larebi, qu'on a reçu pour un entretien sur Visite TV à l'occasion de son livre. Je vous invite à regarder j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle dans la semaine, et je pense c'est un article qui devrait paraître un tout petit peu avant l'audience de François Burgat, où elle fait un petit peu l'état des lieux sur toutes les atteintes aux libertés académiques. Donc là, ça concerne un ancien directeur de recherche au CNRS, mais il y a eu aussi d'autres cas, par exemple vis-à-vis des étudiants à l'EHESS, à Sciences Po, un certain nombre. Alors, c'est pas toujours des poursuites pénales comme pour François Burgat. Ça peut arriver que ce soit des poursuites plutôt disciplinaires vis-à-vis de chercheurs, de professeurs, etc., pour des positions qu'ils ont tenues ou qu'ils auraient tenues en lien avec la situation à Gaza. Donc voilà, elle fait un état des lieux là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que évidemment que personne n'échappe. Et là, on va revenir à proprement parler, sur cette infraction-là d'apologie de terrorisme. Hier encore, ou ces derniers jours, je crois qu'Alima Hassan avait encore été entendue par des officiers de police judiciaire pour une éventuelle plainte pour apologie de terrorisme. On n'est pas encore là, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais pour vous dire que personne n'y échappe, et quand je dis personne, c'est évidemment, là on parle de chercheurs, on parle de députés, on parle de militants, évidemment, mais on parle aussi d'imams, parce qu'on ne compte plus aujourd'hui les poursuites pour apologie de terrorisme contre des imams. L'imam de Beaucaire, par exemple, a été condamné en première instance et en appel pour avoir cité un hadith de mémoire, c'était ça l'affaire. On a l'imam Ismail à Marseille qui a été poursuivi, qui est passé en audience à la fin du mois de mars. Pareil, parce qu'on lui reprochait 2 tweets, dont l'un était juste le retweet sans commentaire personnel d'une vidéo d'Étienne Chouard, à laquelle il adhère pas nécessairement. D'ailleurs, on a reçu aussi l'imam Ismail sur un entretien. Il peut arriver qu'il retweet. Exactement. Donc voilà. Donc on a une multiplication comme ça, tous azimuts, des poursuites pour apologie de terrorisme. Et on remarque que depuis le 7 octobre, il y a 2 infractions privilégiées. Il y a 2 pistes privilégiées
pour, en tout cas, faire taire, ou tenter de faire taire toutes les voix dissonantes ou les voix qui s'expriment de manière un peu trop forte sur la Palestine. Il est deux moyens privilégiés, c'est l'apologie de terrorisme, évidemment, mais c'est aussi l'incitation à la haine et la discrimination. Voilà. Alors, quel type de fait cette accusation d'apologie de terrorisme désignait au commencement? Parce que, est-ce que vous avez Alors, des informations là-dessus? ah oui, 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 ça c'est très précis. Alors, il suffit de lire l'exposé des motifs de la loi. Alors, c'est la loi du 13 novembre 2014, dite loi Cazeneuve, sur le terrorisme. L'apologie de terrorisme, en fait, c'est un des articles de cette loi-là. C'est pas le seul dispositif de cette loi, c'est l'article 5 de mémoire. Il suffit simplement de lire l'exposé des motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la loi a été faite. Et c'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment l'exposé des motifs et les rédacteurs même de la loi qui disent que l'apologie de terrorisme, en tout cas cette infraction-là, pourquoi on l'a sortie du droit de la presse, donc de la loi de 1881, du 29 juillet 1881, on l'a sortie du droit de la presse pour le mettre dans le code pénal. Alors, d'abord, quelles conséquences ça a de sortir une infraction du droit de la presse et de le mettre dans le code pénal? Ça a trois conséquences. C'est que, un, les délais de prescription sont plus longs. Si c'est un délit de presse, c'est 3 mois, la prescription. Sauf pour les injures, par exemple, pour les diffamations à caractère raciste. C'est quoi un délit de presse? C'est quoi un délit de presse? Alors, ce qu'on appelle un délit de presse, c'est, oui. par exemple, l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine. Dans la presse, qui est publié, quoi, qui est publié dans la presse. Exactement. On appelle ça délit de presse parce qu'en fait, c'est rendu public. Voilà. C'est simplement, c'est l'injure publique, la diffamation publique. On dit presse pour une raison de publicité, en réalité. D'accord. Et donc, en 2014, on sort l'apologie de terrorisme du droit de la presse et on le met dans le code pénal. 3 conséquences. 1, la prescription est plus longue. 2, vous pouvez faire une garde à vue, alors que vous ne pouvez pas faire de garde à vue en matière d'injure ou de diffamation, par exemple. Troisièmement, les peines sont plus lourdes. Voilà, les peines et les amendes sont plus lourdes. Enfin, les peines d'emprisonnement et les amendes sont plus lourdes. Donc, en 2014, le législateur choisit de sortir l'apologie de terrorisme du droit de la presse pour le mettre dans le code pénal. Et à l'origine, c'était conçu, et là je cite l'exposé des motifs, cette infraction-là était conçue pour lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes. Ça, c'est écrit dans l'exposé des motifs. Je répète, lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes. Et donc, on a une loi conçue à l'origine pour lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes qui est appliquée aujourd'hui à un politologue, ancien directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions d'antiterrorisme. Donc l'usage de la catégorie de l'accusation d'apologie de terrorisme, l'usage actuel, et donc si je comprends bien, est détourné de sa fonction initiale et première. Pourquoi? À des fins politiques, c'est ça? Alors, j'aimerais juste faire une remarque à ce niveau-là. Je pense que ça peut être, c'est important que les gens l'aient en tête. C'est pas propre à la Palestine, c'est pas propre à Gaza. En fait, le détournement du délit l'infraction d'apologie terrorisme est immédiat et quasiment consubstantiel au vote même de la loi, parce que dès 2015, parce que c'est une loi du 13 novembre 2014, qui a un peu plus de 10 ans, mais dès l'année 2015, on voit une explosion des poursuites pour apologie terrorisme. Et à l'époque, bien avant Éric Dupond-Moretti, il y avait une circulaire de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui avait écrit à l'ensemble des procureurs. Alors, une circulaire du garde des Sceaux adressée aux procureurs, c'est dans la hiérarchie des normes, ça n'a aucune, j'ai pas envie de dire validité, mais ça n'a aucune. Ça n'a pas de valeur de contraignante, de contrainte juridique. Dans la hiérarchie des normes, c'est vraiment tout en bas. Par contre, c'est une forme d'incitation qui est envoyée aux procureurs, voilà, en termes de politique pénale. Et dès 2015, on avait une circulaire de Christiane Taubira qui demandait aux procureurs la plus grande fermeté vis-à-vis des propos ou écrits qui feraient l'apologie du terrorisme. Et donc, tout ça pour dire que l'extension du délit du périmètre champ d'application du délit d'apologie du terrorisme date de 2015. On n'a pas attendu Gaza, on n'a pas attendu la Palestine. Et dès 2015, on pouvait avoir, par exemple, une personne qui, des exemples concrets, dans une boulangerie, faisait un commentaire sur les frères Kouachi, par exemple. Cette personne-là, 6 mois. Alors, en plus, elle était en situation de handicap. C'était à Lyon. À Nantes, par exemple, une adolescente, 12 ans, les contrôleurs viennent dans le tramway. Les contrôleurs lui demandent son type de transport. Elle fait une blague en disant moi je suis une folle, moi j'ai une de calage dans mon sac à dos, etc. Un commentaire d'ado, quoi, pas très intelligent. Elle a été condamnée pour apologie de terrorisme. Bon, on pourrait poursuivre les faits comme ça. Une chose qui m'a amusé, moi, quand j'ai
exhumer un peu toute cette jurisprudence là de 2015. Parce que 2015, c'est la première année où on voit une explosion des poursuites pour apologie de terrorisme. Et une chose amusante que j'ai découvert en étudiant Il la y avait le loi. contexte des attentats, hein. Absolument. On est Pour rappeler à nos auditeurs exactement. qui On est n'ont pas juste après forcément vécu cette période. Quand on regarde en fait l'application en 2016 par exemple, ou en 2015 les poursuites pour apologie de terrorisme, on se rend compte que plus d'un tiers, en tout cas moi c'est ce que j'avais remarqué, mais c'est que plus d'un tiers des personnes qui avaient été poursuivies l'étaient en état d'ébriété, au moment où elles ont proféré ces propos qu'on qualifie d'apologie de terrorisme. Donc on est passé d'une infraction qui était destinée à lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes à des personnes qui, la nuit, étaient contrôlées par la police et tenaient des propos décousus, incohérents, parce que souvent elles étaient en état d'ébriété, et donc étaient C'est qui poursuivies menait ces poursuites? C'est qui a engagé ces poursuites? Bah, en fait, le parquet avait, lui, pour consigne de systématiquement engager des poursuites quand il y a des propos comme ça qui étaient tenus sur le Bataclan, sur les frères Kouachi, sur le 11 septembre, sur un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'explosion en fait de ces poursuites-là. C'est-à-dire que vraiment, hein, c'est-à-dire que l'apologie de terrorisme existait avant la loi de 2014, qu'il a sorti du droit de la presse, qu'il a mis dans le code pénal. Et à l'époque, les poursuites pour apologie de terrorisme, chaque année, on pouvait les compter sur les doigts d'une main, littéralement d'une main. Très vite, et même d'ailleurs, même la presse généraliste s'en est émue, s'en est fait l'écho. Très rapidement, on est passé à des centaines de poursuites par année, alors qu'on était à 3, 4, 5 poursuites par an. C'est quoi? C'est une Jusque-là. manière c'est pour envoyer un signal politique de dire nous pouvoir, nous prenons très au sérieux la menace terroriste et nous allons mettre en place tout ce que nous pouvons pour réprimer toute incitation à la violence terroriste et donc on le prouve par une multiplication des procès, c'est ça? Ou on peut le comprendre comme ça ou Moi, non? je suis pas dans les secrets de nos gouvernants, donc je ne sais pas quelles sont les raisons qui les poussent. Moi, je ne fais pas de spéculation, donc qu'est-ce qui les pousse? Évidemment qu'il y a un intérêt, parce que sinon, personne n'engagerait des poursuites pour ça. Maintenant, quelle est la volonté? Est-ce que c'est comme vous dites, la volonté de marquer son territoire d'une certaine manière et de dire oui, nous ne laissons rien passer et nous sommes très vigilants vis-à-vis de toutes les questions liées au terrorisme? Parfois, mais les poursuites n'ont pas vraiment de lien avec les questions de terrorisme. C'est ça le plus, le plus alarmant dans cette histoire. Et donc voilà, les raisons d'opportunité pour lesquelles ces poursuites-là sont engagées, moi, genre, c'est pas trop mon rôle de les commenter. Tout ce que moi, je suis juste là pour constater une dérive et aussi la dénoncer autant que faire se peut. C'est pas normal qu'une loi qui a été conçue pour ces motifs-là se retrouve aujourd'hui appliquée vis-à-vis d'un public qui n'a strictement rien à voir avec ce pourquoi la loi a été conçue. Donc Alors ça, justement, oui. juste une précision, pardon, une précision importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maître Chekat, nous définir ce que signifie, ce que désigne la notion alors d'apologie, on comprend ce qu'est l'apologie, mais la notion de terrorisme en droit, en fait. Voilà, c'est quoi l'apologie du terrorisme? Ça veut dire quoi concrètement en droit? Alors, pour définir la notion de terrorisme, est-ce qu'on a 5 heures ou 5 jours devant nous, là, Fouad? Parce que en l'espace d'une émission, je pense que on n'y arrivera pas. Très honnêtement, c'est un peu trop ambitieux pour une raison simple, c'est que le mot terrorisme ne fait l'objet d'aucun consensus. Que ce soit en En termes droit, hein, dans le droit juridiques, français, dans le droit en français. droit ou en politique. Alors, l'article, pour revenir, donc, je vais répondre point par point à la question. C'est l'article 421.2.5 du Code pénal. Donc, ça, c'est le nouvel article créé par la loi du 13 novembre 2014. Lui, donc, crée le délit d'apologie de terrorisme dans sa version pénale, parce qu'il existait déjà en droit de la presse. Et donc, c'est le fait de porter une appréciation positive sur une organisation ou un acte terroriste. D'accord? Donc, on a deux conditions. Porter une appréciation positive, ça, c'est l'apologie. En droit, l'apologie, c'est le fait de porter une appréciation positive. Et on nous demande, et l'autre condition, c'est sur un acte terroriste ou sur une organisation qualifiée comme terroriste. Donc, ça, c'est les deux conditions. Donc là, votre question, elle repose sur, du coup, qu'est-ce que une Le organisation, terrorisme, voilà, une qu'est-ce qu'une organisation terroriste? terroriste ou un Exactement. acte terroriste, quoi. Exactement. C'est là toute la difficulté du délit d'apologie de terrorisme. J'ai même envie de dire que là, on est au cœur du problème avec l'apologie de terrorisme. On demande à des magistrats, on leur demande l'impossible. On leur demande de se fonder en droit, de rendre une décision juridique sur une infraction qui repose in fine sur un terme politique. Parce que le terme de terrorisme n'est pas un terme juridique, c'est un terme politique. Et c'est même un terme éminemment politique. C'est un terme qui a une charge normative que je trouve très forte.
à titre personnel, c'est un terme que j'emploie jamais, par exemple. Et peu importe le contexte, hein, que ce soit Christchurch, la Norvège, peu importe le contexte, peu importe le continent, peu importe le lieu, moi, c'est pas un terme que j'emploie. Ça, c'est vraiment une décision personnelle, parce que je trouve que c'est un mot qui a une charge normative trop forte. Ça veut dire qu'en fait, c'est un mot qui, qui est piégeux. C'est un terme piégeux, le terme de terrorisme. C'est un terme qui sert à hiérarchiser les formes de violence et donc aussi les formes de souffrance. C'est ça que je vous reproche, moi, au terme terrorisme, c'est qu'il sert à hiérarchiser les formes de violence entre les violences dites légitimes et les violences qui le seraient moins, les violences illégitimes. Donc ça, c'est son premier défaut. Et l'autre défaut, évidemment, c'est la conséquence du premier, c'est qu'il sert à hiérarchiser les formes de souffrance. Donc il y aurait des souffrances qui seraient moindres que d'autres. Parce que et ça, on l'entend depuis le 7 octobre avec le discours autour de Gaza, c'est que on nous explique, et ça, il suffit juste de regarder la télé, hein, d'allumer la télé à n'importe quel moment en France, on vous explique que, et ça, c'est au cœur du dispositif du discours sur la guerre contre le terrorisme, on vous explique que la manière de tuer est plus importante que le nombre de morts. C'est-à-dire qu'en fait, tuer 1000 personnes, dans certaines circonstances, ça peut être pire que de tuer 100 000 personnes. Parce qu'en fait, on vous explique que la manière de tuer compte plus que le nombre de morts, et c'est pour ça qu'on vous explique qu'un certain nombre d'essayistes, d'éditorialistes, etc., que je n'ai pas envie de citer, vous expliquent que les bombardements sont in fine moins graves que les massacres du 7 octobre. Parce que les bombardements, il y a une forme, disons, civilisée. Je dis civilisé avec tout Parce que ça vient d'un État, c'est-à-dire il y a le Exactement. fait, il y a la légitimité de l'acteur politique, parce que en réalité, quand on parle de terrorisme, mais c'est pour ça que je parlais de la définition juridique et pas de la Exactement. définition politique. Mais ce que vous dites finalement, c'est que les autorités, les institutions judiciaires, les juges, etc., finalement s'appuient sur la définition que le politique, c'est-à-dire l'État en question ou que la classe politique désigne elle-même. C'est-à-dire Absolument. quand un responsable politique qualifie une organisation de terroriste, c'est-à-dire automatiquement un juge peut valider juridiquement cette qualification. C'est ça que ça veut dire? Je vais prendre un exemple très concret, Fouad, pour vous répondre. On va se remettre à l'époque, il y a quelques mois de cela, quand Israël avait piégé un certain nombre de beepers au Liban, et donc avait visé un certain nombre de cadres ou pas du Hezbollah, et il y avait eu des morts civiles. Il y avait des infirmières, des enfants, des bébés qui jouaient à proximité, etc., qui avaient été tués dans ces appareils qui avaient été actionnés à distance et qui avaient causé des morts. Bon, si on prend n'importe quelle définition du terrorisme, cette opération-là, je dis bien cette opération-là, c'est du terrorisme. C'est-à-dire piéger un appareil, actionner à distance un appareil en l'ayant piégé et qui cause des pertes civiles. Si ça, c'est pas du terrorisme, il faudra m'expliquer qu'est-ce que le terrorisme. Bien que moi, je n'emploie jamais ce mot-là, si les gens l'emploient, il faut bien se rendre à l'évidence que cette opération-là, israélienne, c'est du terrorisme. Bon. Le lendemain de l'opération, un de mes confrères, que je ne vais pas citer, était passé à la télé, mais même d'autres personnes, hein, il n'y a pas que lui d'ailleurs, un certain nombre de personnes, de commentateurs autorisés, comme on dit, étaient passés donc dans les médias, dans les grands médias, pour exprimer toute l'admiration qu'ils avaient pour cette opération-là, en disant que c'était une opération qui était bien menée, qui était sophistiquée, qui était une prouesse technologique même, je reprends ces mots. Bon, normalement, si on applique tout ce que j'ai dit auparavant sur l'apologie de terrorisme, là, clairement, on est sur l'apologie d'un acte de terrorisme. Bon, ben non. Les tribunaux français vous diront que non, pour une raison simple, c'est que les tribunaux français considèrent que tout acte qui implique une armée régulière ne peut pas être qualifié comme terroriste. Ça veut dire que pour eux, à partir du moment où un État est partie prenante d'une opération, ça ne peut pas être du terrorisme. Et c'est pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je tiens à le dire, Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, en marge d'une conférence de presse, avait déclaré, on n'avait pas compris au départ pourquoi il avait fait cette déclaration-là, mais on a compris après coup, il avait dit que oui, c'est bien l'armée israélienne qui est derrière l'opération des beepers. C'est bien Israël qui est derrière l'opération des beepers. Et ça empêche en réalité toute poursuite ici pour apologie de terrorisme parce que c'est un État qui est responsable. Donc il n'y a pas de terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, sauf il y a des exceptions, bien sûr. Il y a eu des exceptions. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a la règle et les exceptions. Alors je vous laisse nous donner des exemples de ces exceptions justement. Les exceptions, c'est la Libye, l'Iran, etc. Par exemple, l'attentat de Lockerbie, pendant très longtemps, il était qualifié de terroriste, alors même qu'on disait que l'État libyen était impliqué dans l'explosion du vol.
Donc, pour vous dire, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas, les tribunaux français rechignent parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui s'étaient posé la question de savoir est-ce qu'on peut poursuivre un tel ou telle personne qui tient des propos apologétiques, etc. Est-ce qu'on peut le poursuivre pour apologie de terrorisme? Et la réponse, c'est les tribunaux français ne veulent surtout pas, enfin en tout cas, s'interdisent de poursuivre quiconque pour une action qui a été menée par une armée régulière. Bon, ça, je vous ai donné l'exemple des beepers libanais parce que je trouve que c'est un bon exemple pour savoir les limites, voilà, et les contours de l'infraction d'apologie de terrorisme. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que on demande au juge de se prononcer in fine sur un mot qui est politique? C'est que il n'y a pas de définition en droit du terrorisme. Il n'y a pas de définition en droit. Le législateur français ne définit pas le terrorisme. Le législateur français s'est borné à définir l'intention terroriste. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si on se replonge dans les années 80, 86, il y avait déjà une vague d'attentats. La France traversait une vague, enfin, a été touchée par une vague d'attentats meurtriers dans les années 85-86. Et donc là, le législateur décide de créer un chapeau, ce qu'il appelle un chapeau antiterroriste, à l'intérieur du code pénal. Alors, il n'a inventé aucune infraction, hein, parce que le fait de tuer, le fait de faire un certain nombre de choses, on n'a pas attendu le terrorisme pour réprimer l'homicide, évidemment. Mais il a pris comme ça un certain nombre d'infractions et il les a mises sous le même chapeau pour faciliter les poursuites, notamment. Et donc, il a appelé ça de l'antiterrorisme. Ça, c'est dans le code pénal, il y a un chapeau de l'antiterrorisme. Et en 86, le législateur, évidemment, lui a posé la question comment vous allez définir le terrorisme. Et il s'est trouvé dans l'impossibilité de le définir. Il y avait ce mot-là d'un des architectes de la loi de 86 qui avait dit cette phrase-là, qui m'est resté en tête. Enfin, je ne l'ai pas connu à l'époque, j'étais trop jeune, mais quand on relit aujourd'hui, on trouve ça. Il y a un côté assez singulier. Il disait on ne peut pas définir le terrorisme, c'est vrai. Il n'y a aucune définition qui fasse consensus. Pourquoi on peut pas définir le terrorisme? Parce que Parce c'est pas le terrorisme n'est pas la seule notion qui a fait l'objet de divergences. Je veux dire, toutes les notions essentielles, importantes en droit, on peut considérer la notion d'État, la notion de sauf nation. que, sauf On peut. que, je vais vous donner un exemple. Imaginons, il y a eu des tentatives à l'ONU, par exemple, pour définir le mot de terrorisme. Chaque, et notamment les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, proposaient une définition du terrorisme. Et en fait, leurs adversaires politiques disaient non, nous, ça ne va pas comme définition. Nous, on va vous proposer une autre définition dans laquelle nos actes ne rentrent pas, mais les actes des adversaires rentrent. C'est ça, en fait, la difficulté. C'est comme quand on a voulu définir les crimes contre l'humanité au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait trouver une formulation qui permette d'incriminer l'adversaire sans que ses propres actes tombent sous le coup de cette nouvelle incrimination. Et donc sur le terrorisme, c'est pareil, c'est-à-dire que les Russes vont proposer une définition du terrorisme dans lesquelles ce qui se passe, par exemple en Tchétchénie, ne rentre pas dans le cadre de cette définition-là. Les Américains, les États-Unis vont faire exactement la même chose, les Français vont faire la même chose. Et donc on voit bien, là vraiment je caricature un petit peu, mais on voit bien la difficulté d'obtenir un consensus sur cette définition-là, parce qu'il faudrait dire que chacun a peur que ses propres actions tombent sous le coup de. Donc les États-Unis vont proposer une définition du terrorisme dans lesquelles les tortures à Abu Ghraib ou ailleurs Guantanamo. ne tombent pas sous le Guantanamo ne tombent pas sous le coup. Donc voilà, on voit bien la D'accord. difficulté qu'il y a à avoir un consensus là-dessus, parce que en réalité, c'est pas une notion juridique le terrorisme, c'est une notion politique. Ah bah Le droit justement. a d'autres mots. Ah bah justement, ça m'amène à vous poser cette question très importante. Est-ce que finalement, ce rôle clé du politique dans les affaires de terrorisme, du point de vue de la qualification de ce que sont les auteurs, les organisations terroristes et de ce que sont les actions terroristes, est-ce que ça met pas à mal la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le politique? Et ensuite, j'aurais une autre question. Voilà, de même nature à vous poser, mais déjà sur celle-là. Est-ce que le fait que ce soit le politique qui dise au juridique voilà ce qu'est le terrorisme, est-ce que ça c'est pas est-ce que c'est un fonctionnement qui est naturel? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres exemples sur d'autres notions, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui met et qui interroge sur la séparation des pouvoirs? Alors, bon, le principe de séparation des pouvoirs, il existe, hein, évidemment, il ne s'agit pas de le nier, mais il ne faut pas non plus. L'idéaliser. Non, oui, faut pas. C'est une distinction qui est d'abord formelle, qui poursuit certains objectifs. Elle ne peut pas être absolue, évidemment, sinon ça ne marche pas, ça ne fonctionne Ouais. pas. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres exemples? La difficulté du mot terrorisme, c'est que, moi j'ai dit, c'est un mot piégeux, c'est-à-dire que c'est un mot
qui sert à faire le distinguo entre les violences dites légitimes et les violences illégitimes. Et donc, en fait, tout ce qui relève de la guerre ou tout ce qui relève d'une armée régulière est jugé plus ou moins légitime. Enfin, en tout cas, les violences qui émanent d'un appareil militaire sont jugées légitimes, alors que les autres, non. Voilà. Bon, ça, c'est les raisons de fond, disons, sur ce mot-là. Maintenant, la difficulté, c'est que à partir du moment où c'est pas un terme juridique, ça veut dire nous, en tant que juristes, on a besoin d'une base légale quand on travaille. On a besoin de définition. Si on doit savoir si une personne a fait l'apologie d'un acte de terrorisme d'une organisation terroriste, on a besoin d'une définition. Qu'est-ce qu'une organisation terroriste? On a besoin que ce soit cohérent, que ce soit logique, que ce soit stable, et pas une classification politique où on va nous dire telle organisation. Ouais, subjective, qui peut être subjective. Absolument. Ça peut changer. Prenons l'exemple de l'OLP, de Yasser Arafat. Le Fatah, l'OLP regroupait un certain nombre d'organisations, parmi lesquelles il y avait le Fatah de Yasser Arafat. Pendant très longtemps, le Fatah de Yasser Arafat et Yasser Arafat lui-même étaient considérés comme terroristes. On les a sortis de cette liste. L'exemple paradigmatique, c'est l'ANC de Nelson Mandela. Pendant des décennies, ça a été considéré comme une organisation terroriste, jusqu'à récemment d'ailleurs, aux États-Unis même. Il a fallu attendre très longtemps pour que l'ANC soit sortie de la liste. Donc ça veut dire qu'à un moment T, vous êtes considéré comme terroriste ou comme une organisation terroriste, et 10 ans après ou 20 ans après, on change de regard sur vous et on considère que ce n'est pas du terrorisme. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'opportunisme, je dis au sens plein du terme, hein, c'est-à-dire on juge en opportunité, voilà, en fonction de nos adversaires ou pas. Et mon confrère et regretté Henri Leclerc, juste quelques temps avant de mourir, était passé à la radio, et en disant mais pourquoi est-ce qu'on qualifie de terroriste un événement qui s'est passé à 5000 km de France, et pourquoi est-ce que là on va dire les massacres du 7 octobre, on va les qualifier de terroristes? Dans ce cas-là, allons jusqu'au bout de la logique, et n'importe quelle chose qui va se passer sur Terre, on va avoir un législateur en France qui va nous dire voilà ce que vous devez penser de tel ou tel événement, et voilà pour quelle partie vous devez être plutôt que pour une autre. Parce que c'est ça, in fine, que ça pose comme problème. C'est-à-dire qu'un événement s'est passé à 5000 km, et on a un législateur, et en tout cas, en particulier, on a une manière, je rectifie, on a un ministre de la Justice, un garde des Sceaux, qui émet une circulaire, donc ça c'est celle du 10 octobre 2023, juste après le 7 octobre, on est 3 jours après, et donc le ministre de la Justice dit, il fait un texte que tout le monde peut consulter, hein, il est en ligne, tapez circulaire du 10 octobre 2023, Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, et donc on a un texte qui sert vraiment de cadrage idéologique des événements du 7 octobre. En fait, c'est un texte qui vous dit, voilà comment vous devez penser les événements du 7 octobre, voilà comment il faut bien les penser. Et je dis, c'est un texte qui sort de cadrage idéologique aux événements du 7 octobre, c'est qu'il vous dit, en fait, il met absolument pas l'arrière-plan historique, politique et juridique des massacres du 7 octobre, il les met absolument pas dans leur contexte, il n'y a pas de contextualisation de l'événement, il y a simplement l'assimilation de cet événement-là à du terrorisme. D'accord? Et donc, toute personne, on a un exemple, c'est un militant de la CGT qui avait dit quelque chose comme, je cite de mémoire, hein, j'ai plus la décision en tête, mais il avait dit quelque chose comme des décennies d'occupation, de colonisation, etc. Jean-Paul Delesco, c'est Jean-Paul Delesco, non, voilà, c'est ça? Voilà. Oui, je crois que c'est ça. Qui est le seul, qui a été condamné, lui. Hein. Exactement. Voilà, un an de prison avec sursis. Ouais. Exactement, c'était un des premiers qui avait été condamné, mais il avait juste remis en contexte, en réalité, les attaques du 7 octobre, on peut même les qualifier de massacres, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Bon, j'ai absolument aucune difficulté avec ça, mais le simple fait de les mettre en contexte, dans leur contexte historique, politique et juridique, ça est susceptible d'être poursuivi ces propos-là sont susceptibles d'être poursuivis pour apologie de terrorisme. Et donc, il y a un côté anti-intellectuel en réalité dans l'infraction d'apologie de terrorisme. C'est-à-dire qu'on considère que, en gros, on dit circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, il n'y a rien à penser. C'est-à-dire que la fameuse phrase, Fouette, je pense que vous vous en souvenez, de Manuel Valls, disant que expliquer, c'était déjà un peu excusé. Elle date d'il y a 10 ans, hein, cette phrase, ça ne me rajeunit pas. Mais voilà, on est vraiment au cœur d'un dispositif aussi anti-intellectuel. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un chercheur, un ancien directeur de recherche au CNRS, un politologue, François Burgat, qui est poursuivi pour apologie de terrorisme. Et ça révèle toute la logique, et en tout cas anti-intellectuelle, qui est au cœur de ce dispositif-là, parce qu'on nous dit circuler, il n'y a absolument rien à voir et rien à penser. Si je vous dis que cette notion de terrorisme, cette accusation de terrorisme, donc on a vu que c'était une notion politique. En France, hein, je reste dans le cadre français, si je vous dis qu'elle est quasi exclusivement, voire même je pense qu'on pourrait dire qu'elle est exclusivement utilisée pour désigner des acteurs ou
des organisations, mais des acteurs surtout, qui sont musulmans ou assimilés comme tels de par leur patronyme ou leurs origines, et que finalement on a eu des exemples d'organisations d'extrême droite. Suprématistes blanches, ou qui envisageaient des attentats contre des mosquées, contre des femmes voilées, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été sourcé, et qui n'ont jamais été désignés du chef. Enfin, vous me corrigerez peut-être si je me trompe là-dessus, du chef de terrorisme. En tous les cas, dans la presse, ça c'est certain. Dans la presse, on parle d'ultra droite, on parle d'extrême droite, mais on parle pas de terrorisme, et on en parle quasi exclusivement pour désigner des acteurs musulmans. Est-ce que cette catégorie, du coup, on peut la qualifier de discriminatoire en ce sens-là, en Alors, France? il faut regarder les usages qui sont faits de n'importe quelle infraction, les poursuites. C'est intéressant. Moi, j'invite les sociologues, les chercheurs, toutes les personnes, même les ONG, à faire un travail de documentation de data. Vraiment, il nous manque et très souvent de la data. C'est-à-dire que là, la question que vous posez, elle est hyper intéressante, Fouad, mais je peux pas y répondre. Parce que, bon, déjà, moi, comme n'importe quel praticien, j'ai le nez dans mes dossiers, et que du coup, bah, on n'a pas une vue générale, même si je peux avoir un Une opinion. certain, oui, même une appréciation un peu plus sourcée, disons, que d'autres personnes, parce que je suis vraiment dedans. Mais en revanche, on n'a pas l'ensemble du tableau. On ne sait pas tout ce qui s'est passé en France, notamment, alors on va prendre depuis le 7 octobre 2023, si on reste sur le 7 octobre 2023, et toutes les poursuites postérieures au 7 octobre, il faudrait, oui, qu'on ait un tableau pour savoir combien de signalements, combien de poursuites, combien de condamnations. Ça serait super important qu'on ait ce type-là de données. Alors, c'est pas uniquement les personnes musulmanes, hein. Alors, j'ai l'impression que c'est principalement les personnes vues comme musulmanes. Bon, on avait cité tout à l'heure un élu, enfin un militant de la CGT, et puis d'autres qui ont aussi été inquiétés pour des propos qui feraient l'apologie du terrorisme. Donc, il faut vraiment étudier et de près les usages qui sont faits de cette infraction. Vous parliez même D'ailleurs, la d'intention. France, Vous parliez d'intention alors, tout à l'heure. La France, il y a une chose, bon, je ne le rappelle pas beaucoup dans les tribunaux parce que c'est pas quelque chose que les magistrats aiment entendre, mais il y a deux pays qui font un usage immodéré des poursuites pour apologie de terrorisme. C'est la France, évidemment, mais c'est aussi la Russie. Et c'est les deux pays dans lesquels il y a le plus de poursuites pour les faits d'apologie de terrorisme. Donc ça place la France en compagnie d'un pays avec lequel elle n'a pas très envie d'être associée. Mais ça, voilà, c'est les deux pays qui font cet usage, disons, le plus excessif des poursuites pour apologie de terrorisme. Et c'est vrai que ça pose de vraies questions, et pas qu'à moi, hein, je suis pas, il n'y a pas que il y a pas que les avocats qui se posent la question. Dès la rédaction, en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès la rédaction de la loi de 2014, il y avait la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, avait été saisie pour avis. Alors, sur certaines lois, on saisit soit la CNCDH, soit le Conseil d'État pour avis, quand il y a un certain nombre de lois qui touchent comme ça aux libertés publiques. Et à l'époque, la CNCDH avait dit, bon, on valide plus ou moins l'ensemble de la loi. Par contre, l'article 5 de la loi, celui sur l'apologie terrorisme, je crois que de mémoire c'est l'article 5, ça non. Ça va donner lieu à des dérives et ça va de manière quasi certaine. Et d'ailleurs, la CNCDH est constante dans sa position puisque le président de la CNCDH avait écrit à Éric Dupond-Moretti pour lui dire retirez la circulaire du 10 octobre 2023, elle est attentatoire aux droits et aux libertés. Donc la CNCDH, dès le début, avait alerté contre cette apologie de terrorisme. On a Amnesty, je Et quelle avait crois. été la réponse? Quelle avait été la réponse de la justice? Enfin, Alors, c'est un avis consultatif, donc en fait, il n'est pas contraignant. Donc, vous pouvez soit le prendre en compte, soit passer soit outre. l'ignorer. Exactement. De la même manière que le Conseil d'État avait rendu un avis sur la loi séparatisme en disant c'est une loi liberticide, etc. Il avait bon, c'était pas un avis contraignant. C'est juste pour info en fait qu'on demande l'avis soit du Conseil d'État, soit de la CNCDH. Amnesty, de mémoire, pas qu'Amnesty, enfin, un certain nombre d'ONG ont dénoncé disons, le caractère liberticide de l'apologie terrorisme, et ça, il faut bien le dire, l'architecte même de la loi, Marc Trévidy, qui est maintenant président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, lui-même, qui est l'architecte quand même de la loi, c'est-à-dire que c'est lui qui était parti voir Bernard Cazeneuve en 2014 pour lui dire
on a du mal à lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes parce que la loi sur la presse est trop contraignante, les délais de prescription sont trop courts. Aidez-nous à faciliter, à assouplir les poursuites. Et donc, c'est l'architecte même de la loi. Il a fait une interview dans l'UMA, que vous pouvez retrouver en ligne, dans lesquelles lui-même dénonce les dérives qui sont faites de cette infraction-là d'apologie de terrorisme en disant que très souvent, les magistrats n'ont pas compétence à juger de ce qui est terroriste ou pas. Ça, il le dit clairement. Il dit que, bon, évidemment, il rappelle le caractère politique du mot terrorisme, des structures qui étaient considérées comme terroristes maintenant qu'ils ne le sont plus. Voilà. C'est assez fluctuant et donc déroutant d'un point de vue du droit parce qu'il n'y a pas de stabilité. Et l'autre chose, il avait eu des mots forts, il avait dit si c'était à refaire, je ne le referais pas. Il a même regretté que cette loi-là ait été adoptée. C'est l'architecte de la loi qui dit ça. Donc c'est l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidy qui dit lui-même si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et il regrettait d'une certaine manière que cette loi-là avait été, parce qu'il trouve que maintenant n'importe qui pour un tag sur la Palestine peut être poursuivi pour apologie de terrorisme. Et c'est pas du tout ce pourquoi la loi avait été créée. Donc, et même Bernard Cazeneuve, j'ai retrouvé un article où je crois que c'est dans le Canard enchaîné, où Bernard Cazeneuve lui-même, donc, qui est l'auteur de la loi, trouvait qu'il y avait des dérives dans l'application même de la loi. Donc là, vraiment, je le redis, je réutilise l'expression, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que même quand les architectes même d'une loi dénoncent ces usages intempestifs, c'est que vraiment là, il y a un problème. C'est quoi les contre-pouvoirs possibles à cet usage arbitraire et dangereux et inquiétant, parce que l'idée c'est aussi de faire peur, peut-être, je ne sais pas. C'est quoi les contre-pouvoirs? C'est une abrogation avec un nouveau texte de loi? C'est saisir le Conseil constitutionnel? Enfin, est-ce qu'il y a des recours comme ça pour donner un peu d'espoir à ceux qui seraient victimes d'abus, hein, je parle pas d'autre chose. Alors, il y a quelques mois, il y a un député qui avait fait une proposition de loi visant à abroger tout ou partie du dispositif sur l'apologie de terrorisme. Bon, une loi, comme on dit, ça s'abroge, ça c'est l'expression. Ce que le législateur a fait, le législateur peut le défaire. Donc évidemment qu'il y a une possibilité de revenir dessus, mais il faut pour ça qu'il y ait un certain nombre une coordination d'un certain nombre d'acteurs, de forces politiques, de la société civile d'ailleurs, des acteurs français et internationaux, pour dire bon, il y a un problème, ça pose un vrai problème en termes de liberté publique. Et cette loi-là pose un vrai problème en termes de liberté publique. Je vais le dire avec un peu de solennité, mais quand une loi est à ce point dévoyée et utilisée pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue, c'est que la loi a été mal rédigée. Et moi, je me rappelle, je suis plus tout jeune, hein, mais déjà à la fac, il y a une vingtaine d'années, les profs pestaient, nos professeurs, moi j'étais à la Sorbonne, pestaient contre le fait que les lois étaient de plus en plus mal rédigées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de lois qui laissent une appréciation, une marge d'appréciation exorbitante aux magistrats. Et donc, ça laisse un flou. L'arbitraire rentre par là. Dès qu'on laisse un jeu comme ça, dès qu'il y a un jeu, dès qu'il y a quand je dis un jeu au sens de, quand on parle d'un jeu dans une serrure ou quelque chose comme ça, mais quand il y a une marge d'appréciation qui est trop grande qui est laissée aux magistrats, eh ben, c'est une marge d'arbitraire potentielle parce que nous, on peut plus avoir c'est-à-dire que le client vient nous voir pour nous demander un avis. Nous, on se base, mais sauf que la marge d'appréciation est tellement grande que pour les mêmes faits, un magistrat peut décider de relax, enfin, d'une décision de relax, ou alors de condamner. Et cette loi-là est mal foutue, elle est mal conçue, elle est mal écrite. Parce que si son origine, c'est de lutter contre des personnes qui recrutent des gens pour partir au combat, et qu'à la fin, vous arrivez à l'utiliser contre un opposant politique, un député, un imam, un chercheur, un militant, c'est que la loi est mal faite. Mais ça c'est pas un argument. C'est-à-dire, est-ce que cet argument que vous venez de dire là, est-ce que ça c'est pas utilisé justement en justice? Encore une fois, quand il y a des dérives, hein, on parle de dérives, on parle d'usage arbitraire, hein, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que ça c'est pas utilisé devant le juge et est-ce que les juges sont réceptifs à ça justement? Alors, on essaye. Alors, ça arrive qu'on obtienne des relax. Moi, j'ai déjà eu 2 relax, par exemple, sur l'apologie de terrorisme. Donc, ça existe. Faut aussi être honnête. Alors, il faut aussi dire, à chaque fois que j'ai obtenu une relax pour l'apologie de terrorisme, le procureur a fait appel. À chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, la circulaire du Pont-Moretti, ça, je l'ai compris assez récemment, c'est pas uniquement poursuivre toutes les personnes qui auraient tenu des propos susceptibles d'être qualifiés d'apologie de terrorisme, c'est aussi ne laisser passer aucune relax. De laisser passer aucune relax. Et donc, moi, à chaque fois que j'ai obtenu une relax pour apologie de terrorisme, le procureur a fait appel, donc il faut repasser. Et je ne suis pas encore repassé en appel. Donc, on peut gagner. Il y a des arguments qu'on peut faire entendre et c'est encore
heureux qu'on puisse le faire. Il y a parfois même des débats qui se passent très bien, où les magistrats sont à l'écoute et on peut développer un certain nombre d'arguments. Mais c'est vrai que on est là face à une loi qui pose vraiment un certain nombre de questions en termes de liberté publique, pas qu'à moi, et je pense que alors des fois ça arrive, il n'y a pas encore de cas là, depuis le 7 octobre, c'est trop court, donc toutes les poursuites et toutes les personnes qui ont été condamnées pour apologie terrorisme en première instance, en appel, c'est pas arrivé jusqu'à la cassation et encore jusqu'à la CEDH. Je pense que ça peut le faire, ça peut être le cas. Et c'est aussi une voie qui existe, une voie de recours qui existe et qui est réelle. Et la France, parfois, a été condamnée, même parfois lourdement condamnée, pour un certain nombre de manquements. Donc ça Mais ça existe. prend beaucoup de temps, ça prend des années parfois. Ça prend des années, mais par contre, le fait, moi, que des députés disent ça suffit, ça va trop loin, l'apologie de terrorisme, il faut abroger tout ou partie de son dispositif, moi, je trouve ça intéressant et c'est encourageant pour la suite. Alors, juste un point, il y a un peu de démagogie qui est faite, c'est-à-dire que dès qu'on dit non, mais là, ça va trop loin, etc., on a un certain nombre de confrères, je vais citer Richard Malka et d'autres, qui passent, et puis même des journalistes, et des éditorialistes, des intellectuels, etc., qui vont dire non, 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 il faut absolument conserver cette loi-là parce que c'est insupportable de dire vive les attaques du Bataclan ou vive des choses comme ça. Mais simplement, c'est pas les poursuites, 99% des poursuites ne concernent ni le Bataclan, ni des choses qui sont produites en France. C'est ça, c'est vraiment un argument qui est malhonnête. C'est un argument malhonnête, c'est un pur argument d'opportunité. Quand on regarde dans les faits, 99% des poursuites n'ont strictement rien à voir avec des actes qui sont produits en France. Je parle depuis le 7 octobre, hein, parce que c'est ça qui nous occupe depuis tout à l'heure. Évidemment, en 2016, etc., oui, là, il y avait des poursuites liées au contexte français, mais ça ne veut pas dire que ça les justifie. Hein. Mais là, on est vraiment dans une procédure, en tout cas un processus, pardon, politique, parce que là, on parle d'un conflit qui se passe à 5000 km. Et donc, on a. Aujourd'hui, on n'en est même plus dans un conflit. Hein, on est dans on parle de génocide, c'est-à-dire, je rappelle ce qu'est un génocide, c'est une extermination, hein, parce que les gens, quand ils entendent génocide, c'est un terme un peu technique, le terme de génocide. Vous prenez la définition d'un génocide, c'est l'extermination d'un peuple en raison. Et le génocide n'est pas affaire quantitative. C'est ça. C'est une volonté d'exterminer. C'est pas parce qu'à chaque fois ils vont dire mais regardez, il reste des Palestiniens. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'extermination par les nazis des Juifs européens, les Indiens d'Amérique, on parle d'extermination à chaque fois. Ça ne signifie pas l'assassinat exhaustif de d'un peuple entier. Il y a un exemple plus près de nous. Ils sont bons vos exemples. Il y a un exemple plus près de nous, c'est Srebrenica. Oui. Où là, le crime de génocide a été reconnu pour. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était 20 000. Et pourtant, tous les Bosniaques n'ont pas été massacrés et éliminés. Bien sûr. Par les troupes serbes et les groupes de combattants serbes. Donc, vous voyez bien que c'est pas affaire quantitative, le génocide. C'est pas parce qu'il reste 1 million, 2 millions de Gazaouis que ça veut dire qu'on peut pas. Ça, je referme la parenthèse sur le terme de génocide, mais oui, là, clairement, on est face à un défi. Alors, évidemment, soit on se fait entendre au sein des tribunaux, soit on fait l'écho, parce qu'il y a aussi des articles de presse qui ont dénoncé une forme de macartisme à la française, et on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, ce type-là d'infraction, au contour flou, qui a une plasticité comme ça, qui peut s'appliquer à plein de contextes, et souvent utilisé à des fins liberticides, il faut qu'on se pose aussi des questions d'un certain nombre d'organisations, d'associations, comme l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui avait déjà porté plainte contre un certain nombre de figures françaises. Voilà, il y a eu il y a eu des humoristes qui ont été intimidés, des figures politiques également. Donc c'est effectivement, il y a aussi un travail de certaines officines. Alors c'est pas les seuls. Hein. Alors on cite mais moi, les parties civiles, à chaque fois, sont toujours 3, 4, 5, 6, parfois 7. D'accord. Il m'est déjà arrivé de me retrouver face à 9 avocats dans un dossier. Donc, il y en a pas mal d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça est fait sous couvert de lutte contre les discours de haine. Et donc, c'est intéressant parce que c'est à la fois un processus éminemment liberticide qui est fait, qui prend des airs, disons, vertueux, parce qu'on nous dit que c'est fait contre
pour lutter contre les discours de haine et contre les discours antisémites. Simplement, tenir un propos sur critiquer le gouvernement israélien, et c'est quand même dangereux, assez dangereux et très tendancieux, et ça montre une pente liberticide que je trouve pour le coup inquiétante, qui consiste à assimiler toute critique de la politique israélienne à de l'antisémitisme. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai cherché, là, récemment, une personne qui a tenu des propos clairs, disons, qui a dénoncé de manière claire la politique génocidaire israélienne et la politique coloniale israélienne. Une personne donc, qui aurait critiqué la politique coloniale israélienne et qui n'aurait pas été qualifiée d'antisémite. Et ben, j'ai pas trouvé d'exemple. J'ai pas trouvé d'exemple de personnes qui se sont levées compte tenu des positions fortes contre le colonialisme israélien et qui n'aient pas été qualifiées d'antisémites. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dangereux pour la lutte même contre l'antisémitisme, parce qu'à partir du moment où on qualifie tout d'antisémite, eh ben, on affaiblit, in fine, la nécessaire lutte contre l'antisémitisme, contre toute forme de racisme. Et à titre personnel, si je voyais un certain nombre d'acteurs, de figures publiques, tordre à ce point le concept d'islamophobie pour l'appliquer à tout et n'importe quoi, ça me ferait de la peine, moi, en tant que juriste, moi, en tant qu'avocat, en tant que militant, en tant que musulman, et je monterai au créneau pour dire ça suffit, vous ne pouvez pas utiliser et tordre à ce point le concept d'islamophobie pour défendre soit un État, soit une cause qui n'a strictement rien à voir avec la lutte contre l'islamophobie. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec il y a un principe de responsabilité, c'est-à-dire si quelqu'un demain critique le gouvernement algérien, turc, qatari, ce que vous voulez, et qu'à chaque fois on monte au créneau pour dire attention, c'est de l'islamophobie, non, c'est pas rendre service au combat contre l'islamophobie que de tenir ce type de position et d'instrumentaliser la lutte contre l'islamophobie à ces fins-là. Alors évidemment, il y a des gens qui critiquent, jusqu'en haut lieu même, il y a des gens qui critiquent le régime algérien, ou qui critiquent le Qatar, ou qui critiquent la Turquie avec un fond d'islamophobie dans le discours. Ça existe aussi. On n'est pas naïf, on le sait très bien. Mais par contre, toute critique de la Turquie, du Qatar ou de l'Algérie n'est pas nécessairement islamophobe. Ça, c'est important de le rappeler. Donc là, on se retrouve avec une forme de racisme qui est instrumentalisée. Alors, il ne s'agit absolument pas de la nier, hein. Ce racisme-là existe, il est virulent, il faut le combattre, absolument, il faut le nommer, mais simplement, il existe suffisamment pour pas qu'on ait besoin de le voir là où il n'existe pas. Voilà, c'est ça que je tenais à dire. Et malheureusement, on se retrouve donc, pourquoi ça fonctionne, c'est que c'est un certain nombre d'associations, la LICRA, le JE, le JF, on peut en citer plein, hein, le CRIF et d'autres, sous couvert de lutter contre les discours de haine, portent des atteintes que je trouve disproportionnées à la liberté d'expression. Et en plus, ce sont des poursuites qui vont toujours dans le même sens, qui visent toujours les mêmes personnes, etc. Donc, toute critique de l'État d'Israël est potentiellement en tout de cas l'antisémitisme. Absolument. Jusqu'à avoir un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui n'est pas pourtant virulent dans ses propos, on ne peut pas considérer qu'il soit dans une surenchère verbale ou dans l'outrance. Même lui est qualifié, alors je crois que c'était quoi l'expression que quelqu'un du Figaro avait trouvée, c'était islamo-gaullisme, pour vous dire. Bon, voilà, on n'arrête pas les néologismes avec islam, islamo-gauchisme, etc. Mais pour dire, voilà, il y a quand même un arrière-fond. Ces poursuites-là n'ont pas lieu dans un temps qui serait homogène et vide, comme disait Benjamin. Voilà, ces poursuites-là ont lieu dans Walter Benjamin. Ouais. Walter Benjamin, oui, je ne parle pas du Premier ministre israélien, évidemment. Mais ces poursuites-là, en fait, si on prend un petit peu de recul, on voit bien qu'il y a un vent mauvais qui souffle contre les droits et libertés en France, et que ces poursuites-là pour apologie terrorisme participent de ce vent mauvais. Si condamnation il y a de François Burga, ce que je me dis, c'est que les chroniqueurs, plus tard, les historiens ou d'autres se diront, bon, à partir de quand est-ce que c'est parti vraiment? Est-ce que vraiment cette pente-là, liberticide et autoritaire, à partir de quand le pays a pris vraiment résolument cette pente-là, ça fera partie de ces moments, pas le seul évidemment, mais ça fera partie de ces moments-là où on se dira, ah oui, c'est quand on a commencé à condamner des chercheurs et des profs, et même pas que, mais pour des propos qui en plus relèvent des matières qu'ils enseignent et sur lesquelles ils travaillent. C'est peut-être à partir de là que le pays a pris une pente résolument autoritaire. Merci Rafik Chekhat. Je rappelle que vous êtes l'avocat de François Burga, hein, directeur émérite au CNRS, politologue,
qui comparaîtra le 24 avril au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des accusations d'apologie de terrorisme. On a bien compris l'usage éminemment politique et les nombreux angles morts juridiques qui existent autour de cette notion, dont on aura certainement l'occasion de reparler dans le futur. Merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à soutenir notre chaîne, abonnez-vous, décochez la notification pour recevoir nos dernières vidéos et participez aussi à cette réflexion dans le fil de commentaires. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain entretien sur Misen TV.